Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi Miracle TV+. À la une de cette édition, coopération, renforcement des liens entre la Côte d'Ivoire et Monaco. Guinée, première allocation aux sinistrés de Kaloum. Enfin, Kenya, 44 cas de choléra détectés après les inondations. Soyez les bienvenus sur MTV+. La Côte d'Ivoire s'est donné pour objectif de lutter contre la criminalité. Et pour le faire, 2 projets de loi ont été défendus par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean Sanson Kambilé, à l'Assemblée nationale dans le but d'éradiquer plusieurs activités illicites telles que le blanchiment de capitaux. La Côte d'Ivoire renforce son arsenal juridique afin de lutter convenablement contre les faits de blanchiment de capitaux, la corruption, le financement du terrorisme. Cette volonté de l'État ivoirien implique la modification de certaines lois, notamment la loi portant code pénal, adoptée en 2019, et la loi portant code de procédure pénale, adoptée en 2018. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, présente les projets de loi de modification de ces 2 textes à la Commission des Affaires générales et institutionnelles. Il a été décidé de modifier certaines dispositions du Code de procédure pénale et du Code pénal, à l'effet donc de réformer le régime de la confiscation des biens et le régime des saisies des biens des criminels. À côté de cela, ces modifications ont permis d'introduire dans le corpus législatif pénal ivoirien les nouvelles techniques d'enquête au profit des agents enquêteurs pour leur permettre de lutter plus efficacement contre ces criminels qui sont à la base donc de ces infractions. Les modifications apportées concernent également l'intégration de nouvelles infractions dans le code pénal. L'utilisation des militaires, des gendarmes, des agents de police, des agents de la douane, des agents des eaux et forêts, des agents de l'administration maritime, des agents de l'administration pénitentiaire, à des fins de sécurité privée ou d'escorte, constitue une infraction qui sera dorénavant réprimée. La modification introduite dans le code pénal porte également sur le fait que la substitution d'enfants ou la supposition d'enfants par une femme qui n'a pas accouché constitue dorénavant une infraction. Nous avons profité de la modification que nous proposons aux députés pour réprimer la torture. Les faits de torture seront dorénavant sévèrement réprimés. Les 2 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité par les députés présents. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Côte d'Ivoire, Eugène Akaawele, s'est rendu en France pour renforcer les liens entre son pays et Monaco. Le docteur Eugène Akaawele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC au ministère d'État monégasque, en charge des relations extérieures et de la coopération. L'hôte du jour sollicite le soutien de la première responsable des lieux afin de garantir le succès des futurs projets susceptibles d'impacter positivement l'excellent niveau des relations bilatérales. Nous avons pu rencontrer notre homologue de Monaco. Il était donc normal que nous venions également saluer celle qui reçoit les propositions du Conseil économique, social et environnemental afin de changer sur la bonne manière de faire aboutir ce type de relations que nous pratiquons également chez nous. Donc je suis particulièrement heureux que nous ayons eu ces entretiens et qui pour nous est le point de départ du renforcement de la coopération entre notre institution et les institutions de la Principauté de Monaco. Isabelle Béraud Amadei, ministre des Relations extérieures de Monaco, se félicite de la volonté mutuelle exprimée en faveur du développement. La Côte d'Ivoire et la Principauté, nous avons des liens très étroits et d'amitié. Depuis 2015, nous avons ouvert les relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire. Donc c'est une façon de renouveler et de renforcer ces liens
par la visite de Monsieur le Président, qui rencontrera également des entités de la Chambre de commerce de Monaco, et ça permettra d'explorer de nouvelles pistes, en tout cas je l'espère, de développement de ces liens. Cette rencontre est également mise à profit par la délégation ivoirienne pour s'inspirer des atouts environnementaux dus au comportement citoyen des Monégasques. La principauté de Monaco est une référence en matière d'hygiène urbaine. Retour sur la visite d'amitié du chef de l'État sénégalais Bassirou Diomaye Faye à son homologue ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara. Les échanges ont porté sur des sujets d'intérêt commun comme la coopération économique entre les deux pays. Mardi 7 mai 2024, lors d'une visite officielle en Côte d'Ivoire, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a évoqué l'importance du renforcement des liens bilatéraux entre les deux États. L'objectif est de faire face aux nombreux défis sous-régionaux, notamment ceux liés au contexte de crise économique mondiale. Ensemble, nous pouvons exploiter beaucoup de potentialités qui existent dans les deux pays et renforcer cette coopération économique et commerciale que nous avons tout le temps entretenu, mais qui doit, avec chaque régime qui vient, qui trouve un hôte dans l'autre pays, connaître une certaine croissance toujours plus accrue. Les échanges commerciaux entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont atteint une valeur estimée à plus de 200 milliards de francs CFA en 2022 et 817 milliards de francs CFA de 2019 à 2022. Rappelant les relations fortes existantes entre les deux pays, leurs dirigeants comptent œuvrer pour la consolidation de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Nous avons considéré qu'en matière économique, c'était important de mettre l'accent sur, bien sûr, le social et sur la jeunesse. Je vous ai indiqué que c'est ce que nous faisons en Côte d'Ivoire et ce qui a permis de réduire de manière importante le taux de pauvreté au cours des 10 dernières années. Le secteur privé joue un rôle majeur dans le développement des relations économiques. La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont à cet effet à la quête d'exploration, de partenariats et d'investissements mutuellement avantageux. Dans ce sillage, les découvertes dans les domaines du gaz, du pétrole et de l'or pourraient permettre d'ici quelques années des taux de croissance à 2 chiffres pour contribuer significativement à améliorer le quotidien des populations dans chacun des deux pays. Retour sur le drame survenu hier au Sénégal où l'avion affrété auprès d'une compagnie privée, Transair, en partant sous Bamako au Mali, a fait une sortie de piste lors de sa phase de décollage. Cette sortie de piste survient alors qu'Air Sénégal a subi des critiques sur la qualité de son service. Notons qu'une enquête a été ouverte pour préciser les causes de cet incident. En Guinée, le gouvernement guinéen a procédé à la remise de la première allocation aux sinistrés de l'incendie du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. Il s'agit de 2 millions de francs guinéens par concessionnaire et 1 million de francs guinéens pour chaque locataire impacté. Ce montant est alloué par l'État comme frais de déménagement. Rappelons que l'explosion du dépôt de carburant de Kaloum est un accident industriel survenu le 18 décembre 2023. L'accident compte parmi les plus graves explosions accidentelles impliquant du carburant dans le pays. Le gouvernement guinéen, à travers la primature, a entamé lundi 6 mai 2024 le processus de dédommagement des sinistrés de Corentin, victimes de l'explosion du principal dépôt d'hydrocarbures du pays à Kaloum, dans la commune administrative de la capitale Conakry. Cette première étape concerne les primes de transport ou de déplacement qui varient entre 1 et 2 millions de francs guinéens, soit respectivement la valeur de 108 € et 216 €. Comme il était question de faire des accompagnements par rapport aux frais de transport, 1 million pour les locataires et 2 millions pour les concessionnaires, c'est ce qu'on est en train de faire. L'explosion, c'est depuis le 17 décembre. Ça fait 4 voire 5e mois. Donc, s'il n'y a pas d'acte posé, ça peut affecter. Et ils vont dire que l'État ne fait que mentir de gauche à droite. Mais un tel acte posé peut soulager. Outre ce montant, il est également prévu par l'État guinéen de prendre en charge les frais de loyer à hauteur de 2 500 000 francs guinéens par mois, soit 270 € pendant 7 mois pour les 322 ménages qui étaient en location et pour les 55 concessionnaires répertoriés, un montant de 2 500 000 francs guinéens par mois, soit 270 € pendant 2 ans. Résultat des accords conclus entre le gouvernement et les différentes parties en attendant la reconstruction post-incendie.
et déplacer leur équipement. C'est un début de dédommagement. Comme je vous ai dit, c'est un processus. Aujourd'hui, quand on dit on va reconstruire Kaloum, ce n'est pas au bout d'1 mois ou 2 mois. De sorte qu'on a projeté au bout de 24 mois, le site qui a été victime, on pourra finir la reconstruction. Ça, ce n'est qu'un début et nous allons continuer à travailler avec eux parallèlement jusqu'à toute la population qui a été victime et soit relogée. À travers ce geste, le gouvernement guinéen tente ainsi de rassurer les sinistrés. Pendant ce temps, les travaux sont en cours avec l'appui d'une banque de la place pour l'ouverture de comptes bancaires pour chaque sinistré afin qu'ils reçoivent les 10 montants et pouvoir déménager. Au Kenya, les conséquences de ces graves inondations sont visibles avec l'arrivée d'une épidémie de choléra. Au moins 44 cas de choléra ont été recensés dans le comté de Tana Rivers, dans l'est du Kenya, l'une des régions les plus durement touchées par les inondations. C'est dans cet élément. Les terribles inondations au Kenya commencent à déboucher sur une épidémie de choléra. Déjà 44 cas signalés dans le comté de la rivière Tana, le plus impacté par la vague de crue, et l'inquiétude grandit avec le risque de prolifération de maladies transmises par les eaux. Dans un communiqué publié mardi, l'Organisation mondiale de la santé a souligné les efforts de collaboration avec les autorités kenyanes et d'autres agences afin de répondre aux problèmes de santé exacerbés par les inondations dans le pays. Selon le Dr Pius Mutuku, médecin épidémiologiste au ministère de la Santé, l'impact des inondations a entraîné la fermeture de 14 établissements de santé et une insuffisance de centres de traitement d'eau suivie d'une pénurie d'eau potable pour au moins 3000 personnes. L'OMS distribue des kits de prévention. Après la décision du Royaume-Uni d'expulser les migrants vers le Rwanda, l'Irlande, quant à elle, se voit prise d'assaut par ces migrants. Suivant cet élément, ou plus de détails. Depuis que le Royaume-Uni a promulgué une loi controversée qui permet au gouvernement britannique d'expulser toute personne entrée illégalement vers le Rwanda, de nombreux demandeurs d'asile ont afflué par l'Irlande du Nord et se sont installés en Irlande. Après le Brexit, l'Irlande du Nord est restée une province britannique. Sa frontière est virtuelle. Face à cette situation, le gouvernement irlandais a annoncé sa ferme intention d'endiguer cet afflux et d'expulser les demandeurs d'asile vers le Royaume-Uni. Des camps de fortune ont fleuri ça et là dans les rues de la capitale irlandaise. Ce jeune homme, originaire d'Afghanistan, vit dans l'une de ces tentes. Il fait partie des migrants qui ont fui le Royaume-Uni après la mise en place du plan Rwanda. I was supposed to stay in UK, but there was a Rwanda plan problem, which is very difficult for migrants to accept that, and which is very fearful for every asylum. So I just came to Ireland. Ces nouveaux arrivants, installés dans ces campements, doivent être relogés dans des hébergements dédiés aux demandeurs d'asile. Mais faute de place, ils sont contraints de dormir dans les tentes. They tell us we don't have any accommodation for the moment, so we will just wait that. So they don't know when they will provide us accommodation. So at the moment we just stay in the tents. Selon Dublin, 80% des arrivées récentes d'étrangers en situation irrégulière dans le pays se font par la frontière terrestre. Le gouvernement irlandais souhaite renvoyer ces personnes vers le Royaume-Uni, mais Londres s'y oppose. Well, it's entirely academic in circumstances where the United Kingdom have said that they won't take people back unless France also takes people back from the United Kingdom. I mean, it's certainly workable to fix the flaws in the legislation that were identified by the Irish High Court, but it's academic if nobody's going to be transferred, which is the current situation. The Irish Prime Minister said scenes like this would never happen again, but they have. The problem now for the Irish government is that once these tents are cleared and these refugees are housed, the next influx of asylum seekers will only be 24 hours away. This looks like a problem that shows no sign of going away. This is Ken Murray for Euronews in Dublin. C'est ainsi que se referme cette édition de l'information. J'ai pris un réel plaisir à vous la présenter. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne suite de programmes sur Miracle TV+, la télé qui transforme.